En attendant, je vous propose qu'on aille refaire un tour au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, je sais plus trop. Plus tard. Non, plus tard 14e. Ah oui, Jules beaucoup plus tard, puisque c'était la semaine dernière, donc... Quoi Alors, vas-y. Tu veux pas nous parler de la semaine dernière? BFM, Allez. Mais est-ce que Scoop tu ne sais télévisé. pas Est-ce que tu ignores, Marc? Tu m'as pas... Non. Tu m'as pas envoyé un message tout à l'heure pour dire que tu fais un truc... Non, tranquille. Il me fait peur. C'est vous la musique ou Il fait très peur. Oh, les je suis en DMCA. train de chercher dans ma maison, qu'est-ce qui se passe? Oh, les DMCA. Tu es un chroniqueur, Marc. Je voulais juste faire Mais cette non, mais on vanne. était obligé de la faire, celle-là. Alors, on a tous cet imaginaire d'un vieux grimoire, vous savez, dont l'âge à lui seul serait gage d'un espèce de savoir oublié, un peu écarté, dont seuls les initiés pourraient percer un peu les mystères. Alors, adolescent, moi, je m'étais intéressé à un moment donné à l'histoire de l'occulte, à ces sources anciennes, rendues mystérieuses juste par l'épaisseur du temps, quoi. Et dans ma fièvre de recherche, un nom revenait, le grand et le petit Albert. Alors, hasard du calendrier, c'est seulement quelques semaines plus tard que je suis tombé sur le livre en question à une foire, à une brocante, près de chez mes parents. Le grand et le petit Albert, les secrets de la magie naturelle et kabbalistique. Alors c'était une vieille réédition des années 90. Vous voyez, un peu écorné, le papier un peu jauni. Sur la couverture, on voyait l'enluminure d'un diable verdâtre à 3 cornes, alimentant un feu entouré de symboles qui m'étaient alors totalement inconnus, cerclé de signes astronomiques divers. Bon, c'était un peu kitsch. Et puis surtout, c'était loin de l'idée du vieux grimoire à couverture de cuir, quoi. Mais bon, c'était déjà ça. Et en repartant avec le livre sous le bras, j'avais l'impression d'avoir bravé un genre d'interdit, d'être le seul à détenir un genre de secret millénaire. En rentrant, je suis allé dans ma chambre, j'ai directement ouvert la deuxième partie, celle des recettes, potions et autres. Et c'était passionnant. Filtre d'amour, potions de chance, anneaux d'invisibilité, etc. Alors, en tant que nerd du Seigneur des Anneaux, forcément, ça me parlait. Mais certains ingrédients paraissaient super inaccessibles. Où est-ce que je vais trouver des yeux de loup, de la mandragore, moi ? Et puis, l'adolescence passant, j'ai petit à petit rangé le livre dans ma bibliothèque, et il y est resté plusieurs années, attendant que quelqu'un s'y replonge, ne ressortant que rarement pour égayer des amis autour de l'étrangeté de certaines recettes ou d'un développement scientifique dépassé le temps d'une soirée. Jusqu'à ce que nous parlions de ce numéro spécial sorcellerie. J'avais alors évoqué l'idée, pourquoi ne pas faire une chronique sur ce vieux livre prenant la poussière dans ma bibliothèque ? Bon, l'idée me faisait sourire, et j'ai rouvert le livre. Non tant pour ce qu'il contenait, mais pour ce qu'il est. Et c'est en fait une histoire passionnante dans laquelle je vous propose de vous embarquer le temps d'une chronique. Mais commençons par le commencement. Pourquoi ce titre ? Le grand et le petit Albert, c'est quand même pas particulièrement courant comme nom de livre. Enfin, c'est-à-dire que le nom n'y a absolument pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, qui est cet Albert ? Quelques rapides recherches et bingo, il s'agit d'Albert le Grand, éminent savant européen du XIIIe siècle et maître à penser de saint Thomas d'Aquin, dont on a parlé tout à l'heure. Incroyable. Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de ce bonhomme avant de commencer à m'y plonger. Serait-ce l'auteur de ce livre ? Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de remonter justement au XIIe siècle. Mettons une petite ambiance d'apothicaire. Alors, Bourdon. C'est pas un ingrédient pour une potion, le bourdon hein. Oula. on verra les quelques recettes particulières plus tard. Pour l'instant, plongeons-nous juste dans le contexte de l'émergence de ce livre. Alors, déjà, c'est quoi ? Parce que c'est ce dont on va parler au final. On va parler de potions, on va parler de ce genre de choses. Et c'est quoi la place de la médecine, de la science, de la magie à la fin du XIIe siècle ? Alors, la médecine médiévale, elle est basée sur des écrits grecs, notamment de Galien, et la théorie des humeurs. Alors, à l'époque, on considère qu'il existe 4 qualités du monde, par exemple froid, chaud, sec, humide, 4 éléments, eau, terre, feu, air, et 4 humeurs corporelles, le flegme, l'atrabile, la bile et le sang. Tous ces éléments doivent être parfaitement équilibrés pour le bon fonctionnement des choses. En fait, toute une question d'équilibre. Ces liens entre humeur et humeur se retrouvent d'ailleurs justement dans le vocabulaire. Un homme flegmatique, c'est plutôt quelqu'un de nature froide, humide. Il sera davantage sujet à la stérilité en hiver et en automne, bien évidemment. Et les médecins médiévaux cherchent même à calculer la proportion des humeurs dans la masse sanguine par exemple, pour déterminer le dosage des médicaments à prescrire. C'est cette théorie justement qui est à la base de la fameuse saignée dont on a tous entendu parler, qui est destinée à laisser s'écouler le mauvais sang pour retourner justement à un niveau d'équilibre.
On compte comme ça 23 points de saignée possibles sur le corps en fonction de l'affliction du patient, pour des saignées dont la fréquence est codifiée selon l'âge, le sexe ou la constitution du patient. C'est la même logique pour tous les liquides. Ils doivent s'écouler pour préserver l'équilibre général. On recommande donc de ne pas retenir les urines, les vents, le pus, le sang, etc. D'ailleurs, plus tard, basé sur ces mêmes préceptes, on considérera avec la même logique les hémorroïdes de Louis XI comme étant un gage de longue vie. Bref, on croit par contre, en revanche, à la transmission du mal par les humeurs pourries, comme la lèpre par exemple, pour laquelle la décomposition est assimilée à une stagnation, justement, et par extension à une corruption qui se répercuterait, directement dans les chairs. Et différentes méthodes existent pour combattre ces maux et les prévenir. Certaines sont héritées de la cristallisation de croyances païennes. Par exemple, les amulettes ou les pendentifs en pierre sont couramment utilisés, par exemple la jaspe pour faciliter la digestion, etc. C'est ce qui donnera plus tard un fléau qu'on appelle la lithothérapie. Bon, bref. On a dès cette époque-là, en fait, certains traités de lapidaire, par exemple, qui présentent des recettes de liqueurs ou de potions. Le jus de topaze contre la gangrène, une potion de saphir pour l'estomac, une liqueur d'or pour prévenir la vieillesse et rendre les combattants invincibles, etc. Toutes ces liqueurs sont pas particulièrement bonnes pour la santé, d'ailleurs. Les épices font partie de ces ingrédients à vertu médicinale. Alors, ils sont vendus par des apothicaires et ils sont donc connus, utilisés justement à ces fins médicinales, d'où leur importance justement dans la cuisine médiévale. Le poivre par exemple fait éternuer et donc purge le cerveau. L'ail évacue les humeurs, elle fait pleurer. Le sel les nettoie, chasse le démon, etc. etc. L'hypocrase par exemple, qui est un très célèbre vin médiéval épicé, généralement d'ailleurs, ce qu'on fait plus trop aujourd'hui, bu au dessert avec une petite gaufre fine assez particulière, ils répondent d'ailleurs à une recette très précise, dont les dosages doivent être scrupuleusement respectés pour garantir ses bienfaits médicinaux. Bon, après, ces épices, ça reste un luxe difficile à obtenir en dehors de cercles nobles et bourgeois. En parallèle, le culte des saints et des martyrs, qui est développé par l'Église pour toucher ceux ayant l'habitude de s'adresser à des dieux mineurs du quotidien, plus proches d'eux, s'avère parfois un peu contre-productif. En fait, il a tendance à flouter la barrière entre religion et superstition. On croit parfois, par exemple, que frotter un clou à une infection avant de le planter dans un arbre lié à un saint peut extraire le mal et le fixer hors du corps. C'est aussi un culte qui donne naissance à un véritable commerce de fausses reliques, connu pour faire profiter leurs détenteurs d'une partie de la bénédiction du saint en question. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, mains, pieds, ça peut être des rognures d'ongles, ça peut être des crachats en fiole, bref, il faut juste que ce soit lié au saint en fait. Et qu'elles soient véritables ou pas, encore une fois, il y a un vrai trafic de ça. Bon, ces reliques, qu'elles soient vraies ou fausses, coûtent quand même cher, et donc tout ce qui est bon à prendre l'est, par exemple le vinage. Le vinage, c'est une substance, une mixture qui consiste en un mélange de vin et de poussière de tombeau de saints. Donc on étend au maximum le champ des possibles de tout ce qui peut se rapporter à des saints, etc., et qui pourrait apporter ses bienfaits à son détenteur. Pour les plus pauvres, on peut se tourner vers d'autres trucs un peu plus cheap, par exemple le port de dents, d'os ou de cornes d'animaux imputrescibles, parce que naturellement habitués à repousser la flétrissure. Bon, bref, il y a plein de petites méthodes comme ça qui font que on a quand même une frontière, une barrière entre magie naturelle, surnaturelle, donc au-delà de la nature, qui est un peu floue, qui est mal comprise, et puis qui est surtout hétérogène en fonction des endroits ou des afflictions. Les campagnes restent éloignées des évolutions de la médecine, par exemple. Les gens y sont soignés par des médecins itinérants, des sages-femmes peu formées, etc. Et d'ailleurs, la gynécologie laisse à désirer. Elle est seulement basée sur une connaissance très théorique et très limitée. Ça reste en fait du domaine des femmes, lesquelles apprennent sur le tas pour poser des diagnostics qui aideront le médecin à prescrire des soins. Et cette méconnaissance, elle entretient forcément de nombreuses théories. Les règles réputées fertiles, par exemple, la stérilité comme conséquence de la luxure ou de l'orgueil, etc., etc. Mais le XIIe siècle est une période un peu particulière, parce que c'est une période où les villes se développent, la population augmente, et donc les mentalités changent. Et donc les superstitions basculent de leur racine païenne à un folklore paysan. Et on a un fossé culturel qui va se creuser de plus en plus entre ville et campagne. Alors, bien que les savants ne soient pas imperméables à ces croyances de leur époque, ils parlent parfois de dragons d'eau douce, de loups-garous, etc. Un grand nombre de superstitions rurales sont ainsi héritées de croyances antiques. Les corneilles seraient de bon conseil. Les cygnes ne sont pas de bon augure pour les marins. Les chèvres et les lièvres portent malheur. Les araignées apportent espoir de richesse, etc., etc. Bon, c'est pas ici notre propos de détailler la construction antique de ces mythes.
Et puis à côté, en parallèle, on se développe et donc l'extraction de ressources se développe. Et donc certaines légendes naissent par exemple avec le développement de mines. Les nains des mines, dont l'apparition annonce la mort. Le moine des mines, un esprit multiforme extrêmement néfaste. Ou simplement la proximité de plus en plus grande avec les montagnes, anciennes frontières, réputées riches en créatures, en refuges et en lieux de perdition. Certains auteurs de l'époque les croient même creuses, hein. Et de la même manière, toute interface homme-milieu sauvage fait peur ou inquiète. Donc ça va être pareil pour la forêt, la mer, etc. Le développement des centres urbains amène dès le XIIIe siècle les laïcs à exercer la médecine. Les pratiques de dissection et d'études de l'anatomie se développent et posent les bases de la chirurgie classique. Alors, pose les bases de la chirurgie classique, mais en tant que telle, la chirurgie de l'époque est assez séparée de la médecine. En fait, elle est plutôt exercée par des barbiers. Mais mine de rien, ces premiers travaux vont aboutir au premier traité d'anatomie dès le XIVe siècle environ. Le problème, c'est qu'il y a une certaine idéalisation des écrits anciens qui rend même, pour vous dire, compliqué d'assumer des idées nouvelles. Il y a certains auteurs qui vont avoir tendance à faire comme si les découvertes qu'ils ont faites venaient de l'Antiquité et qu'ils les avaient simplement dénichées, mis à jour. Donc il y a une vraie emprise de cette période antique, une idéalisation de tout ça. Et petit à petit, avec cette prise de conscience, cette étude du corps, etc., on voit l'émergence d'une prise en compte de la douleur et d'un intérêt pour les manières de la soigner. Par exemple, la douleur était considérée comme normale pour les femmes, pour pas mal de gens jusqu'alors. Simplement la phrase « tu enfanteras dans la douleur ». Et donc on va commencer à s'intéresser par exemple à des méthodes pour diminuer la douleur, que ce soit l'opium, le pavot, que les spectateurs de Game of Thrones ont bien eu le temps de connaître, la belladone, bref, que des plantes qui sont toxiques à haute dose, hein, mais qui vont être utilisées pour développer des anesthésiants. Et donc au fur et à mesure, les médecins deviennent des universitaires lettrés, commencent même à rentrer au service de puissants. Et c'est dans ce contexte que se développent des écoles cathédrales. Avant de changer d'ambiance, j'ai une question. T'as parlé de, je te coupe parce que sinon après j'ai oublié. T'as parlé du moine des mines comme un moine. J'étais sûr que ça allait t'intéresser. Mais de ouf. J'ai pas osé te couper à ce moment-là parce que j'étais transporté. Mais c'est quoi? Le moine des mines, c'est un espèce d'esprit qui peut prendre la forme de plein de choses. C'est ouf. C'est un esprit très mauvais. Ok. En fait, quand tu le vois, il peut prendre la forme d'amis, etc., etc. Il peut prendre la forme de collègues. Okay. Il peut prendre la forme, voilà. Mais souvent, il prendra la forme d'un moine. Quand il est là, c'est vraiment pour te niquer. T'en ressortira pas, quoi. Ok. Mais du coup, attends, mais c'est des textes qui parlent de ça, du coup, alors. J'ai pas suffisamment creusé pour être solide sur mes appuis sur ce côté-là. Ça marche parce que du coup j'ai cherché vite fait sur Google rapidos et j'ai trouvé que dalle. Mais ça m'intrigue beaucoup donc ok. Bah merci de l'info. J'avoue. Bah je regarderai si tu veux. J'avoue que je suis aussi curieux des. Parce que ça c'est du concret. C'est du témoignage. Voilà. On l'avait, on le voulait, il est là. Enfin bon bref, changeons d'ambiance donc. Et donc c'est dans ce contexte que se développent des écoles cathédrales urbaines. En fait, c'est les premières universités à proprement parler. Alors, comment ça fonctionne? En fait, au départ, donc on est fin du XIIe siècle, des maîtres ils dispensent des enseignements divers. Alors, c'est de la théologie, c'est des écritures saintes, c'est des chants, etc. Donc ils vont dispenser ça à des jeunes hommes, c'est principalement des clercs, ou en tout cas destinés à le devenir. Et certains de ces maîtres vont commencer à acquérir une véritable renommée. Ils acquièrent même un certain pouvoir. Ils apprennent l'esprit critique à leurs étudiants et certains fondent leurs propres écoles pour se soustraire à l'autorité de l'évêque. Le clergé, donc forcément, y voit rapidement une menace et les accuse d'hérésie. Et donc on a des espèces de débuts un peu conflictuels qui continueront jusqu'au XIIIe siècle, avant de se stabiliser dans une scène urbaine un peu européenne. Les maîtres d'école sont alors exemptés de taxes et d'obligations militaires. Et en 1215, des maîtres se regroupent en corporation. Ils prennent le nom d'universitas. C'est donc bien la naissance en elle-même de l'université. Des facultés sont mises en place dans chaque centre d'études. Et au fur et à mesure, certaines universités se spécialisent. Montpellier devient connu pour son enseignement de la médecine, Toulouse pour celui de la théologie, etc., etc. Et ces premières universités, elles restent à la fois proches et éloignées de celles d'aujourd'hui. Des examens clôturent chaque semestre et permettent d'obtenir des diplômes. Par exemple, le baccalauréat permet d'assister à un maître après 5 à 6 ans d'études, puis de passer une licence et enfin un doctorat.
Enfin, en fait, on devient un maître, pas docteur à proprement parler. La faculté est dirigée par un doyen et l'université par un recteur. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà mises en place très très tôt. Les enseignements sont assez variés, on a des cours magistraux, des conférences, même d'ailleurs plutôt des conférences, des explications de texte, des séances de discussion, etc. Pour autant, ces instances n'ont pas de locaux propres. En fait, les maîtres louent des salles ou utilisent des églises. Et au fur et à mesure, leur lien avec les copistes, relieurs, libraires leur permettent de posséder des bibliothèques de plus en plus fournies. Mais elles n'en restent pas moins spatialement floues, hein. Il n'y a pas deux campus, quoi. En parallèle, des ordres mendiants, franciscains, dominicains, dont on a parlé tout à l'heure, organisent l'enseignement dans certaines villes. S'ils lui donnent une teinte beaucoup plus religieuse que dans les universitas à proprement parler, ces ordres jouissent d'une bonne réputation et acquièrent rapidement leur propre bâtiment et bibliothèque. Les étudiants, quant à eux, sont surtout de jeunes clercs issus de la petite noblesse. Bon, même s'il y a quelques jeunes issus de familles paysannes qui ne font en fait que confirmer la règle. C'est comme les fameux ouvriers dans les écoles de commerce. On peut en trouver, hein, mais c'est pas forcément une règle. Donc, certains clercs vont jusqu'à demander des congés à l'évêque pour continuer d'étudier. Et ces étudiants, ça change pas, ils n'ont pas vraiment de ressources. Alors certains vont travailler à côté, d'autres reçoivent de l'argent de leur famille, mais surtout les abandons sont pas rares. Que ce soit par faute de moyens, c'est le plus souvent, ou simplement parce qu'ils ont trouvé un autre boulot en cours de route. Un certain nombre d'étudiants aiment fréquenter, en parallèle de leurs études, les tavernes, et créent régulièrement des problèmes. On les appelle les gauliards ou les basoches. Donc ces gauliards écrivent des chansons à boire, des poèmes satiriques en riant fort, à grand renfort d'alcool. Faut savoir que beaucoup viennent de loin. En fait, à l'époque, il existe une dizaine d'universités en Europe. Donc ils doivent y aller, trouver un logement, que ce soit au cloître, ou chez le maître qui les accueille, ou dans une chambre louée, ce qui est très rare parce qu'assez cher. Et devant le développement rapide des universités, des collèges apparaissent au XIIIe siècle. En fait, c'est des sortes d'établissements pour étudiants qui fournissent des chambres à bas prix, l'accès à une bibliothèque parfois, et un cloître pour étudier. Certaines vont pas mal se développer et même se muer progressivement en université à part entière, comme par exemple la Sorbonne. Et c'est dans ce contexte qu'Albert de Loingen, dit le Grand, naît entre 1193 et 1200 d'une famille de hauts fonctionnaires dans la ville éponyme, en Bavière. Alors, il débute sa vie dans le Saint-Empire romain germanique, sur les bords du Danube. Très tôt, apparemment enfant, c'est le jeune Albert s'intéresse à la source de savoir infini qu'est la nature, fleurs, traces d'animaux, etc. Et jeune homme, il part vraisemblablement à travers l'Europe. En fait, on va essayer de le suivre au fur et à mesure selon les endroits où il est évoqué, les endroits où il a fait des choses, ou les endroits dont il va parler. Par exemple, il évoque dans ses récits le tremblement de terre italien de 1222, ce qui nous permet de le localiser à ce moment-là. Il l'a bien apparemment vu, il décrit ce qu'il y a vu. Essentiellement par ce genre d'indices qu'on va pouvoir essayer de suivre ses allers-retours. Enfin, ses allées et venues dans l'Europe. Vous verrez que c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de choses, et donc il a pas mal de choses il a été pas mal publicité. Donc apparemment c'était un homme robuste, bien charpenté, bon marcheur, mesurant environ 1m75, assez soutenu par ses parents. Il part faire ses études à l'université de Padoue, où le futur Saint Dominique a établi l'un des premiers couvents de l'ordre des prêcheurs. Alors malheureusement pour Albert, le grand maître en question est mort une année avant son arrivée. Mais les prédications de Jourdain de Saxe le captivent. En 1230, il décide de prendre l'habit dominicain et il part à Cologne pour continuer ses études. Rapidement brillant, on lui accorde le droit d'enseigner et il est envoyé comme lecteur dans divers couvents de l'ordre à travers l'Empire. Il est même envoyé à Paris, qui à l'époque est considéré vraiment comme la capitale intellectuelle de l'Occident, et il y devient professeur d'université en 1245. Bien que tu aies spécifié à l'époque. Mais c'était particulièrement en tout cas le cas à l'époque. Il reste 3 ans pour obtenir le grade de maître, donc comme je vous le disais, l'équivalent du doctorat actuel. Et en fait, ça devient une star, réellement. En fait, ses cours sont tellement plébiscités qu'il se retrouve régulièrement obligé de les dispenser à l'extérieur. Il donnera d'ailleurs son nom à la place Maubert, à côté de la Sorbonne, qui est la contraction de Maître Albert, ou la Maube, donc juste à côté de la Sorbonne. Et pourquoi une telle renommée ? Bon, en premier lieu, apparemment, le bonhomme est quand même assez charismatique, hein. Il sait passionner son public. Mais surtout, il a choisi de centrer son propos et sa construction intellectuelle sur l'explication et l'analyse des écrits d'Aristote. Le truc, c'est que ce commentaire était encore interdit jusqu'en 1231, parce qu'en fait considéré comme contraire au dogme chrétien.
Et donc il est surtout connu par de mauvaises traductions faites en catimini d'après des copies arabes influencées par Avicenne, Averroès, des philosophes néo-platoniciens. Et donc le commentaire d'Albert dénote d'avec ses contemporains, et il expose des idées et une philosophie presque transgressive, dépoussiérée pour l'époque. C'est une explication raisonnée du monde, de la matière, des sens, en fait, des prémices de méthodes scientifiques. Et c'est ça qui va faire son prestige, qui va tout de suite faire de lui une véritable star parmi ses étudiants. Une des citations d'ailleurs d'Albert, donc qui sera plus tard appelé Albert le Grand, dans son Des minéraux et des substances minérales, le but des sciences naturelles n'est pas simplement d'accepter les déclarations des autres, mais d'enquêter sur les causes qui sont à l'œuvre dans la nature. Donc Albert le Grand, il est totalement dans cette optique-là. Il est dans une analyse de ce qui est, une espèce de démarche scientifique, d'argumentation, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, comment les choses marchent en fait. Et c'est lors de ses cours à Paris qu'il va rencontrer Thomas d'Aquin et Ulrich Engelberg de Strasbourg, qui deviendront ses disciples. En fait, Thomas d'Aquin, il va reprendre la philosophie d'Albert pour en faire un tout cohérent, qu'on va appeler le thomisme, et qui deviendra la principale forme de philosophie chrétienne pendant près de 3 siècles. Donc par la suite, Albert, il va continuer de bouger à travers l'Europe. En 1254, il est fait provincial de son ordre suite à la mort de Jourdain de Saxe, et il est fait alors peu de pauvreté et marche 2 ans pour arpenter sa province, en profitant de l'occasion pour dresser des commentaires naturalistes et géographiques qu'il a tenus dans des carnets. Au cours du temps, il acquiert une véritable aura de sage et de savant qui le conduit à être sollicité pour gérer des affaires ou des conflits, parfois même pour gérer des conflits entre seigneurs armés. C'est-à-dire, en fait, vraiment, on l'appelle sur le front, quoi, presque, pour aller gérer des vraies guerres, en fait. Le mec, c'est l'abbé Pierre, en fait. Vraiment. Non, mais je détaille pas toutes ces affaires-là, parce qu'on en aurait pour très longtemps, mais c'est assez passionnant à suivre. Le mec a vraiment été une figure majeure de son temps, quoi. En 1260, alors âgé de 67 ans, il est nommé évêque de Ratisbonne. Alors c'est pas quelque chose de très habituel pour un dominicain d'être nommé évêque. Donc il va accepter à contre-cœur, un peu forcé par une situation politique particulière, mais il va garder en partie l'habit dominicain. Il garde notamment ses vieilles chaussures de marche qui lui vaudront le surnom de... Non, c'est un surnom germanique que je prononcerai très mal. Bundschuh, ce qui veut dire bottine à lacets. On va se tenir à ça, c'est plus simple. Il s'installe alors au château fort de Stauf, sur les bords du Danube. En quelques années seulement, il arrive à redresser les finances de l'archevêché en perdition, ce qui ne manque pas d'alimenter des rumeurs et des convoitises. Le mage mènerait des expériences étranges dans son château, caché des regards. Mais on y reviendra. En 1262, Albert est finalement libéré de sa charge épiscopale, donc il avait déjà plus ou moins arrêté de manière officieuse. Et il est déchargé de son vœu de pauvreté. Ce qui fait que dès lors, il va commencer à investir sa grande fortune, qu'il a mine de rien accumulée avec le temps, dans des expérimentations scientifiques, alchimiques et physiques diverses. Il est d'ailleurs souvent l'invité d'Urbain IV à ce moment-là, donc qui est un passionné de science. Et finalement, notre Albert, il va mourir en 1280, voûté par une forte arthrose. En fait, d'après la légende, c'est sa mémoire qui va lui faire défaut pendant qu'il professe une leçon. À ce moment-là, il s'interrompt et décide de s'enfermer dans une cellule où il meurt quelques jours plus tard. Ulrich de Strasbourg dira de lui « Mon professeur, monsieur Albert, autrefois évêque de Ratisbonne, a reçu tant de grâce de Dieu dans tous les domaines scientifiques qu'il peut être considéré comme un miracle stupéfiant de notre temps, compétent également en matière de magie. » Alors, son œuvre, elle est dantesque. Elle comptabilise à minima 21 volumes de plus de 800 pages chacun, sur des questions aussi diverses que la philosophie, la théologie, l'alchimie, etc. Pour vous en citer quelques-uns, on a la somme des créatures, Summa de Creaturis, en 1240, de la nature du bien, des Natura Boni, en 1243, sur l'intellect et l'objet intelligible, des Intellectu Intelligibili Libri, de 1250, de l'âme, des Anima, en 1254, du destin des animaux, de la nature des lieux, des minéraux et des substances minérales, des causes et de l'émanation de l'univers, la philosophie des pauvres, les végétaux, etc. etc. À l'époque, en fait, il n'y a pas vraiment de cloisonnement disciplinaire, ça n'a pas de sens. Le savoir, il est global ou il n'est pas. Et donc, Albert le Grand, il va, dans sa philosophie, en fait, combiner un savant commentaire d'Aristote et d'Avicenne et de nombreux enrichissements personnels.
Il écrit même un traité sur les météorites où il démontre comment rendre sensible l'action mécanique de la vapeur en imaginant des automates capables de se mouvoir et de faire de la musique. Son traité des animaux dresse l'état le plus complet de la zoologie de l'époque. Il commente le système osseux en commençant par la colonne vertébrale, définit des espèces, pose les bases d'une classification animale, genre, espèce, parle d'êtres pétrifiés pour des fossiles observables dans les roches et prend position contre des croyances de son époque en excluant par exemple l'existence des dragons ou la pertinence de la génération spontanée. Pour autant, il devient le principal théoricien avec Guillaume d'Auvergne de l'idée d'une magie naturelle. Mais qu'est-ce qu'il pourrait entendre par magie ? En soi, le terme est très connoté aujourd'hui, donc faut qu'on y revienne un peu. Rien à voir ici avec une magie noire ou démoniaque. En fait, il explique les manières d'exploiter les vertus inhérentes aux plantes, aux pierres, aux planètes. En fait, ça fait partie de cette tentative d'explication raisonnée du monde, mais encore empreint du regard qu'on lui porte à l'époque. Il semble bel et bien y avoir des lois naturelles. Le soleil se lève, il se couche le matin et soir sans jamais dévier de trajectoire. La lune s'arrondit et diminue inexorablement, recommençant éternellement le même cycle. Et autour d'elle, tout un balai d'astres au langage mystérieux. L'homme naît, grandit, puis décline, remplacé constamment par de nouvelles générations, etc., etc. Mais tout cela, en fait, est, à l'époque, abordé sous l'angle de la philosophie. Et l'explication du monde reste basée sur une argumentation déductive, essentiellement basée sur la spéculation intellectuelle. Donc en fait, il est difficile de dresser une frontière nette entre possible et impossible. Ça reste de la spéculation intellectuelle. Et donc, il reste difficile de dresser une frontière nette entre naturel et surnaturel. Raison pour laquelle la plupart des encyclopédies de l'époque accordent un chapitre plus ou moins grand au ciel et aux astres, par exemple. La théorie de correspondance entre macrocosme, le ciel, et microcosme, l'homme, permettrait de s'appuyer simplement sur les cycles astraux pour comprendre les cycles terrestres. Dès lors, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre propositions scientifiques et fantasmes de l'époque ? Et Albert, en fait, il n'est pas imperméable à son époque. C'est quelqu'un qui a une réflexion assez extraordinaire pour son temps, mais qui n'en est pas totalement détaché. D'ailleurs, lui-même, il pratique l'alchimie, principalement dans la fin de sa vie, et considère qu'en théorie, la transmutation des métaux en or, ça lui semble pas tout à fait impossible. Pour ça, un extrait de ce qu'il a écrit dans son livret d'alchimie. J'ai connu de riches savants, des abbés, des directeurs, des chanoines, des physiciens et des illettrés qui avaient perdu leur argent et leur temps dans des recherches de cet art. Néanmoins, cet exemple ne m'a pas découragé. Je travaillais sans relâche, je voyageais de pays en pays en me demandant si la chose est, comment est-elle ? Et si elle n'est pas, comment ne l'est-elle pas ? Enfin, j'ai persévéré jusqu'à ce que je sois arrivé à reconnaître que la transmutation en argent et en or est possible. Et donc, encore une fois, cette frontière entre scientifique et magique est extrêmement floue et va s'interpénétrer absolument tout le temps, en fait. Ce qui n'est pas sans alimenter certaines légendes, d'ailleurs au sujet d'Albert le Grand. Par exemple, en 1249, au mois de janvier, le comte Guillaume de Hollande, récemment élu empereur et de passage à Cologne, rend visite à Maître Albert. Il se raconte dans des textes de 1320 que le maître aurait fait dresser une grande table en plein air dans le froid mordant. Alors que tous attendaient les plats mécontents, les nuages se seraient écartés. Le soleil aurait chauffé l'air et le sol comme pour un mois de juin et les oiseaux se seraient mis à chanter. Les convives souriants auraient enlevé leurs vestes sous la chaleur et le repas se serait passé dans les rires et dans la joie. À la fin du banquet, le froid serait retombé. Le givre aurait repris sa place sur les branches des arbres, obligeant ceux qui avaient délaissé leur fourrure à les reprendre prestement. Guillaume aurait alors ouvertement reconnu qu'Albert était le plus savant des mortels et lui accorda pour son ordre un terrain franc d'allégeance et d'impôts sur le territoire de la ville d'Utrecht. De la même manière, une rumeur dont on trouve trace dans le Rosario della Vita de Matteo Corsini prétend qu'Albert aurait construit un automate humain parlant et marchant dans les tréfonds de son château de Strauss. Il s'agissait d'une créature artificielle proche du golem et dont chaque membre était associé à un signe du zodiaque. Il l'aurait fabriqué sans intention diabolique, seulement dans le but d'éprouver les lois de la nature. Pour autant, l'automate aurait été brisé par Thomas d'Aquin, qui y voyait justement une œuvre du démon. Et donc de son temps,
Albert est, de son temps même, encore une fois, bien idéalisé, fantasmé. Et on confond parfois la figure du savant avec celle de l'enchanteur, surtout au fur et à mesure des déformations orales. Après tout, ça paraît pas si étonnant pour l'époque de dire qu'il aurait été en capacité de créer un automate, alors que lui-même a développé cette idée dans certains de ses textes. Bon, pour autant, tout n'est pas à prendre comme argent comptant à l'époque. Il y a bien des pratiques antiques qui sont jugées déviantes et pas crédibles pour certains déjà à l'époque. Par exemple, c'est le cas de l'oniromancie, de la chiromancie, de l'étude des entrailles, du feu, de l'eau, etc. En fait, elle pose question à l'Église qui s'interroge sur leur légitimité à accéder à des connaissances que seul Dieu devrait avoir. Donc déjà, elles sont pas bien acceptées, mais en plus, l'acceptation des astrologues, par exemple, est variable suivant les opinions de chacun. Et c'est plutôt la noblesse, d'ailleurs, qui est plutôt encline à écouter ce genre de savants. Alors que plusieurs voix dénoncent ces pseudosciences, comme Thomas d'Aquin, justement, ou Nicole de Resme, qui voit surtout des prophéties autoréalisatrices ou des prédictions suffisamment vagues pour toucher juste. Critique qu'il y a toujours sur sur ce genre de pratiques, et des pratiques qui fondent aujourd'hui leur légitimité sur le fait que ça fait tellement longtemps en fait qu'on le dit. Si ça marchait pas, on l'aurait bien critiqué avant. C'est le cas, en fait, vraiment depuis très longtemps. Donc c'est vraiment pas un argument. Alors l'astrologie, elle va quand même se développer, mine de rien, c'est pas pour rien qu'on la retrouve aujourd'hui. En fait, elle se développe notamment avec ce boom de l'université et la recherche de fondements scientifiques ou pseudo-scientifiques aux croyances. Connaître l'horoscope d'un malade devient important pour bien le soigner. Définir les jours propices aux saignées, aux prises de laxatifs, à la coupe des ongles, etc. Pourtant, si la plupart des astrologues sont médecins, la plupart des médecins à l'époque sont pas franchement astrologues et s'y intéressent pas vraiment. En fait, c'est surtout, ils sont vus en tout cas par la communauté de médecins plutôt comme étant des charlatans qui vont surtout, comme par hasard, être légitimés par la noblesse et la bourgeoisie qui les emploient dès le XIVe siècle pour adresser des prédictions défavorables à leurs ennemis ou pour faire des prédictions dans le sens de leur maître. Donc au final, Comme quoi les chiens les font pas des prédictions chats. astrologiques New Age sont héritées des bourgeois. Comme quoi, Jules, si tu nous écoutes. Mais on s'est peut-être éloigné du sujet. On a vu ce qui était de la vie d'Albert, d'accord, Albert le Grand. Énormément de livres, une vie assez incroyable, mais Oui, le du grand petit. et le petit Albert Voilà. dans tout ça. C'est ça qu'on va savoir. Où est passé le petit Albert? On a vu le grand, mais où est le petit? Bah voilà. Et puis, est-ce que c'est un livre qui fait partie des 21 dont je vous ai dont je vous ai parlé? Et ben en fait, pas tout à fait. En fait, le livre Les admirables secrets d'Albert le Grand apparaît au XIIIe siècle. Donc après la mort d'Albert. Il s'agit d'un recueil de textes pseudo-albertiniens complétés d'écrits de Paracelse et d'Avicenne. C'est ce qu'on appelle une forgerie. En fait, une fabrication, un faux en écriture, réutilisant des parties authentiques existantes. Ainsi, le noyau du livre est constitué de 2 traités apocryphes, le Secretaria Alberti et le De Mirabilis Mundi. La plupart des sujets qui les composent ont vraiment été abordés par Albert dans son œuvre, comme le chapitre sur le secret des femmes, sur lequel on reviendra. Alors, le livre a rapidement été popularisé sous le surnom, en fait, on parle de Les admirables secrets d'Albert le Grand, donc il a été surtout popularisé sous le surnom du Grand Albert, et il va connaître un grand succès. On dispose aujourd'hui d'une 60aine de copies datées d'entre le XIVe et le XVe siècle. La plus ancienne en fait remonte à 1487. Le texte évolue au fur et à mesure des copies et des rajouts des auteurs. On estime aujourd'hui que le texte prend une forme plus ou moins définitive à partir de 1580. Donc vous imaginez bien qu'entre la mort d'Albert et 1580, c'est donc un livre qui subit pas mal de déformations au fur et à mesure du temps. Et c'est un livre qui est très vite vu comme étant un texte à part, au vu de son traitement de certains sujets tabous, comme par exemple la gynécologie. La pudibonderie de la fin du XVIe siècle renforce cet état d'esprit. En fait, il y a même des passages abordant la sexualité de manière assez crue qui donnent au grand Albert la réputation d'un livre licencieux, salace. Au final, le chapitre, justement, Le secret des femmes, est d'ailleurs mis à l'index en 1604 et le livre ne paraît plus dans les pays non romains. Au fur et à mesure du temps, l'Église commence à l'associer à l'usage de la magie noire. Le grand Albert devient un livre qu'on lit en cachette, en catimini. On se demande qui en a un exemplaire, ou on tente de le faire bénir par surprise en le cachant dans l'autel de l'église avant la messe. En France, le livre est imprimé pour la première fois en 1668.
et sera réédité régulièrement. Il s'agit encore d'un texte en latin, difficile à lire pour les non-initiés. On trouve la trace d'une première publication en français classique à Cologne, toujours, dans la collection des frères Oudot en 1703. Malgré son statut un peu border, le livre semble encore destiné à une clientèle riche et bourgeoise, à en juger par la reliure soignée, le papier de qualité, etc. Mais au cours du temps, le grand Albert va se retrouver isolé au sein d'un autre genre littéraire, la bibliothèque bleue. Alors la bibliothèque bleue, c'est quoi? En fait, c'est des livres bon marché qui tirent leur nom du papier de mauvaise qualité de teinte gris-bleu, utilisé par les imprimeurs. Et c'est principalement les livres issus d'éditions, de rééditions, d'œuvres de la Renaissance. Alors c'est un style de livre, une édition qui est lancée au départ par la famille Jean Oudot à Troyes au XVIIe siècle. Ils abordent toutes sortes de domaines, hein. C'est des livres qui vont regrouper des recueils, des chansons, des romans, des livres de dévotion ou même des livres pratiques. C'est d'ailleurs dans ces derniers que vont se retrouver des livres de cuisine, de médecine, de botanique, de jardinage, des almanachs et le grand Albert. Il figure alors en bonne place à côté d'autres ouvrages comme Les secrets des secrets de nature ou Bâtiment des recettes. Tous ont en commun de s'inspirer de textes médiévaux, ou même inspirés de textes antiques. En l'absence de droits d'auteur, les éditeurs s'en donnent à cœur joie, se copient, rééditent, recompilent, etc. Et en ce sens, beaucoup de remèdes de la bibliothèque bleue proviennent des textes d'Albert le Grand ou d'autres plus anciens, d'Aristote, de Platéarius, etc., etc. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il s'adresse surtout à un public interclasse, bien que la principale cible reste les personnes en dehors des circuits de librairie classiques. Artisans, habitants de la campagne, catégories intermédiaires, lecteurs semi-alphabétisés. Et c'est l'occasion en fait pour ces gens de campagne d'avoir accès à des livres à petit prix, de capter des informations et des connaissances. En transmettant des savoirs anciens et fragmentaires via des compilations, ces livres ils autorisent une lecture discontinue, adaptée à différents niveaux d'alphabétisation et de compétences. En fait, c'est le livre qu'on a à côté, le petit guide qu'on consulte pour revenir sur un passage qu'on a mémorisé par exemple. La plupart de ces ouvrages, ils mettent d'ailleurs l'accent sur l'aspect curiosité, secret, confidentiel de leur contenu. Ils tentent de simplifier les textes pour vulgariser des mystères du monde, articulés pêle-mêle à des arts domestiques, comme comment conserver ses aliments, ou comment faire des soins du corps, ou comment faire un tour d'illusionniste. On se rapproche un peu du livre de trucs et astuces, quoi, qui donne quelques échos déformés de développement philosophique passé, des conseils concrets pour confectionner des choses chez soi, lessive, colle, médicaments, produits de beauté, filtres d'amour, poison, le tout pêle-mêle. La manière de mettre en scène ces extraits disparates se rapproche de la culture orale, en fait, d'une certaine manière. C'est une accumulation et une mémorisation de savoir-faire. Elle se rapproche du travail du conteur, d'une certaine manière. Pourtant, c'est une simplification seulement apparente. En fait, la mauvaise qualité de l'impression, les erreurs dans le texte, qui sont parfois dues à des imprimeurs qui ne comprennent que mal le texte qu'ils sont en train de copier, en fait, toutes ces erreurs au cours du temps qui vont s'accumuler ont tendance à rendre les textes de moins en moins clairs, et surtout moins clairs que les originaux. Bien qu'ils s'en cachent derrière la mention réservé aux initiés, qui comprendra en fait. Si vous ne comprenez pas, c'est sûrement que vous n'êtes pas vous-même initié, c'est normal. Dans tous les cas, la bibliothèque bleue connaît un véritable essor, et entraîne des réminiscences de croyances anciennes. Ce décalage est entretenu par la fascination pour l'éloignement social et temporel, face à ce qui est considéré par beaucoup comme des secrets hérités d'anciens grands savants. Et penchons-nous sur un cas concret. Une grande partie des versions du Grand Albert de cette époque, en France, comporte la mention héritier de Béringot frère. À quoi cela fait-il référence ? Les frères Godefroy et Marcelin Beringen sont des imprimeurs allemands, ayant fondé une entreprise honorable à Lyon entre 1545 et 1556. Mais une mauvaise passe les oblige à céder leurs affaires aux frères Reynaud qui gardent le nom de Béringot pour des éditions apocryphes dont la plupart ont trait à la magie et à des matières interdites. C'est d'ailleurs en 1668 que paraît toujours chez Béringot Les secrets merveilleux de la magie naturelle du petit Albert, tiré de l'ouvrage latin intitulé Alberti Paravilusi Libellus de Mirabilibus Naturae Arcanis. J'aurais pas dû essayer de le lire. Enrichi de figures mystérieuses, d'astrologie, de physionomie, etc. Alors, c'est des ouvrages qui sont prohibés, mais diffusés par des colporteurs et qui vont gagner petit à petit en succès, au point que les Béringot sont vus comme ayant une aura spéciale,
les Berringos, les livres en eux-mêmes, sont vus comme ayant une aura spéciale, mystérieuse, authentique. La mention de livre interdit aide indubitablement à cette aura, au point que les Albert de Beringo sont réédités au cours du temps comme des livres de référence. Mais au vu de son importance grandissante, le colportage de librairie commence à susciter l'attention des législateurs à partir de l'instauration du suffrage censitaire. Ces livres sont sujets dangereux pour l'opinion publique et donc pour l'État. En 1793, la censure des livres de colportage, suivie en 1806 d'un décret de saisie des grimoires de colportage, porte un mauvais coup à l'essor de la Bibliothèque bleue. Si cette censure se relâche en 1815, elle permet la reprise progressive de la diffusion des livres de colportage, mais reste très durement encadrée. En fait, le colporteur en lui-même est vu comme un marginal, souvent mal dépeint par l'Église. C'est une allégorie de la mauvaise personne, le sans domicile fixe, voltairien, protestant ou même apôtre du socialisme à partir de 1850. L'heure est donc à la suspicion, particulièrement pour les livres qu'il diffuse. Et les instituteurs ne sont pas en reste. Les maîtres d'école pratiquant le commerce occasionnel d'imprimés, fût-ce à des fins pédagogiques, sont soumis dans les années 1850 au contrôle des forces de l'ordre et à l'obligation d'obtenir un permis de colportage. En règle générale, la réglementation est suffisamment floue pour être instrumentalisée par les forces de l'ordre, à leur bon vouloir. On n'est pas très loin des années des brigades des mœurs, donc on est dans une certaine vision des forces de l'ordre. En 1849, naît le timbre bleu, qui doit être estampillé avec le nom du département et le millésime de l'année où il a été appliqué sur chaque article colporté. En 1852, naît la commission d'examen des livres du colportage, chargée de statuer sur l'autorisation du colportage d'articles voués à une diffusion nationale, qui sont alors frappés du timbre bleu. Les articles autorisés par une préfecture, pour son seul département, portent eux un timbre rouge. Et un système de surveillance devient de plus en plus présent, de plus en plus contraignant, les moyens de contrôle et de répression beaucoup plus efficaces et étendus. Les Albert de Beringo restent des ouvrages totalement interdits, dont la diffusion reste clandestine jusqu'en 1880. Ils font d'ailleurs partie d'une liste de livres classés dans la catégorie à réprouver pour toujours. Charles Nizard, académicien siégeant à cette fameuse commission d'examen des livres de colportage, déclare d'ailleurs en 1852 à propos du Grand Albert « Le plus célèbre, le plus absurde et le plus dangereux des livres de cette classe. Si on les réimprime, c'est clandestinement et la police correctionnelle est chargée d'appliquer contre ceux qui les débiteraient, 2 ou 3 des plus célèbres articles du code pénal. » Loin d'empêcher sa diffusion discrète, cet interdit lui donne une certaine valeur aux yeux de beaucoup, une valeur singulière. Pour autant, la qualité des Albert diminue de plus en plus, surtout à partir de 1820. En fait, le langage est de moins en moins bien compris, les caractères et les figures s'altèrent, d'autant plus qu'on n'a pas le droit de les renouveler. Et donc au fur et à mesure, les figures vont commencer à devenir de moins en moins précises, les textes vont s'altérer de plus en plus. Et donc les Albert de la fin du 19e ne sont plus que de pâles copies des Albert d'antan. Mais les Albert de Beringo vont toutefois réussir à s'exporter outre-Atlantique à côté d'autres éditions populaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux USA, etc. En fait, le succès du Grand Albert est si important qu'il donne lieu à une version abrégée dès 1706, Les merveilleux secrets du Petit Albert, qui deviendra le Petit Albert. Cette version, parfois attribuée à Albertus Parvus Lucius, combine foison d'apocryphes fragmentaires d'Albert le Grand à des recettes puisées dans divers recueils secrets de l'époque, et de fragments de traités alchimiques ou magiques du XVIe siècle, Paracels, Henri Corneille Agrippa, etc., ou de textes antiques redécouverts. Beaucoup d'extraits du Serenus Sammonicus du IIIe siècle, ouvrage de 1110 vers sur la médecine parsemé de fables et de superstitions, se retrouvent dans les Petits Albert. Le recueil a d'ailleurs tendance à accentuer les travers de son aîné. Tout ce qui a quelque efficacité réelle ou supposée est considéré comme un merveilleux secret, que ce soit pour faire du vinaigre ou transformer une mandragore en homoncule. Au fur et à mesure, il prend d'ailleurs plus l'allure d'un livre de recettes pratiques que d'un livre sur les secrets du monde. Raison pour laquelle il finit par éclipser Albert le Grand, et qu'il acquiert une réputation sulfureuse de magie noire. A noter qu'il reste très édulcoré par rapport à d'autres livres de magie, comme le livre Magie naturelle de Gian Battista della Porta,
traduit en français et édité à plus de 10 reprises au XVIIIe siècle. L'auteur y détaille l'empoisonnement domestique mondain, les méthodes d'avortement, vues très négativement à l'époque, la nécromancie, les procédés utiles pour faire perdre la mémoire ou rendre un homme lépreux, etc. etc. Aucun de ces conseils sombres n'est rajouté au Petit Albert, bien qu'ils contiennent une part d'éléments frauduleux, droguistes, imitation de métaux en pierres précieuses, comment réussir à gonfler sa production de poissons, etc. etc. Les Ça deux me écrits. rappelle certaines publicités qu'on a de temps en temps. Bref, pour augmenter certaines tailles de certains attributs, tout ça. Oui, De c'est poisson, ça. ouais. Le poisson. Le poisson. Et finalement, les deux écrits, donc le Grand Albert et le Petit Albert, édités et vendus séparément jusqu'au milieu du 19e siècle, vont finalement être vont être mixés en un seul et grand livre, le Grand et le Petit Albert, simplement parce que, à la fin du 19e siècle, les deux avaient acquis un caractère ancien, suffisamment proche pour permettre de les assimiler. Et c'est ainsi que, petit à petit, on va se retrouver avec, dans les mains, ce livre, le Grand et le Petit Albert. Alors, on parle depuis tout à l'heure du Grand et du Petit Albert, mais bon, moi je vous ai dit qu'il comptait plein de trucs, mais je vous ai pas dit quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous en lire quelques-uns. Mais vu que la chronique est très longue, déjà, je vous ai fait une liste, et à vous de choisir. Oh non, oh. Oh non, on veut tout. On veut tout, nous. Eh ben on verra, si jamais vous avez envie de tout, on verra. Ok. Alors, un commentaire sur la fiente de bœuf. Une technique pour réussir à fausser les métaux pour leur donner un aspect d'or. Un commentaire sur les cheveux, parce qu'on parlera bien mieux de quelque chose que je n'ai pas. La recette de la véritable pomme d'amour pour réussir à faire tomber raide amoureux la personne de votre choix. La recette pour avoir la paix. Simplement. Ah ouais, celle-là. Moi, je veux celle-là. La paix. La recette pour nouer l'aiguillette de quelqu'un. Ah, c'est bien nouer l'aiguillette. Ça veut dire quoi? Et enfin, la recette pour faire un parfait anneau d'invisibilité. Oh. Oh, Mais on les veut toutes en fait, c'est pas possible. on les veut toutes, toutes, oui. allez. Il est 23h47, moi je prends tout, y a pas de souci. L'aiguillette. L'aiguillette. On commence par l'aiguillette ? Oui. Ok. J'ouvre le livre. Aiguillette, aiguillette, nouer l'aiguillette. Alors, c'est essentiellement, là du coup, des extraits du Petit Albert, donc la deuxième partie du Grand et du Petit Albert. Vous le savez pas, mais l'aiguillette, c'est la... Ah. Ils vont vite le comprendre. Ok. Pour nouer l'aiguillette. Bah du coup, ouais, ok, d'accord. Ah, mais le sens, ok, ouais. Ok, D'accord. ok. Ayez la verge d'un loup nouvellement tué. Et étant proche de la porte de celui à qui vous voudrez jeter ce sort, vous l'appellerez par son propre nom. Et aussitôt qu'il aura répondu, vous lierez ladite verge loup avec un lacet de fil blanc, et il sera rendu si impuissant à l'acte de Vénus qu'il ne le serait pas davantage s'il était châtré. De bonnes expériences ont fait connaître que pour y remédier, et même pour empêcher cette espèce d'enchantement, il n'y a qu'à porter un anneau dans lequel soit enchâssé l'œil droit d'une belette. Voilà donc une recette pleine de bon sens pour nouer l'aiguillette de quelqu'un. Bien sûr. Waouh, On adore. c'est fou. On peut avoir celle pour avoir Ok, un le anneau prochain. invisible. Alors lui ce sera en dernier, celle-là, parce que ok, je d'accord. savais, Putain. je savais que vous seriez très très chaud dessus. Bah, évidemment. Bah, celui pour avoir la paix alors. Celui pour avoir la paix. Mais sinon, on les fait tous dans l'ordre. Enfin, vu que c'est assez court, non j'ai l'impression. Ça dépend desquels, ouais, j'essaie d'en prendre des cours, ouais. Pour avoir la paix. Je quitte ces matières violentes pour dire un mot de la paix. J'ai lu dans le très curieux livre des secrets du roi Jean d'Aragon que si quelqu'un, ayant observé que le soleil est entré au signe de la Vierge, a soin de cueillir la fleur du souci, qui a été appelée par les anciens épouse du soleil, et si l'on enveloppe dans des feuilles de laurier avec une dent de loup, personne ne pourra parler mal de celui qui les portera sur lui, et il vivra dans une profonde paix et tranquillité avec tout le monde. Ça me paraît évident. Oh, ça a pas l'air si compliqué en fait. Non, puis en plus, si on a un loup, on peut À aussi refaire faire chez vous l'aiguillette. Oui, j'avoue, ouais, le loup, ouais, il y a plusieurs usages. tout à fait sensé. On peut recycler le loup. Ouais. Bon, ok, alors si vous les voulez tous, je vous les fais les autres du coup dans l'ordre. Ouais. Alors, Yes. de la fiente de bœuf et de vache. La fiente de bœuf ou de vache récente et nouvelle, enveloppée dans des feuilles de vigne ou de chou, et chauffée entre les cendres, guérit les inflammations qui sont causées par des plaies. La même fiente apaise la sciatique. Si on la mêle avec du vinaigre, elle a la propriété de faire suppurer les glandes scrofuleuses, autrement ce qu'on appelle écrouelles. J'ai expérimenté fort souvent que la même fiente est merveilleuse pour les tumeurs des testicules.
Je prenais une bouse de vache nouvelle et je la faisais frire dans une poêle avec des fleurs de camomille, des roses, du mélico. Et je les appliquais sur les testicules qui étaient guéris le second jour. Et on aurait dit qu'il n'y avait jamais eu mal. Parce qu'il y Je avait plus de rencontrais- testicules. Tellement Vous êtes de pas prêts pour la trucs suite charlatans. Je rencontrais un pauvre vigneron qui avait fait des grandes dépenses et que les chirurgiens avaient réduit à la misère sans lui avoir donné aucun soulagement. Je ne me servis que du remède que je viens de dire ci-dessus, sans qu'il le sût. Et je le guéris à peu de frais et en peu de temps. Sans qu'il le sût. Ah là, il va falloir Sans qu'il le m'expliquer. Hein. Marque les Tellement couilles de du merde troll, de en meuf, sans te le dire. Honnêtement, il était au courant de rien. Je l'ai drogué dans son sommeil, je lui ai taillé des trucs. Honnêtement, il m'en a remercié. Hein. Le lendemain, nickel. génial. Galien dit qu'un médecin de Mizy guérissait toutes sortes d'hydropisies en mettant sur l'enflure de la fiente chaude d'une vache. Je ne saurais me dispenser de dire l'usage heureux qu'ont fait Paul et Oribas de cette fiente qui, étant appliquée sur la piqûre de mouches de miel, sur la piqûre des mouches à miel, frelons et autres, enlève aussitôt la douleur. Waouh. Bravo la boue. Pour dorer ou argenter toutes sortes de métaux. Ah yes. Prenez une partie d'ocre, la 10e partie de mine, la 4e partie de bol d'Arménie, autant d'eau de vie, broyez le tout ensemble avec de l'huile de graines de lin et mettez-y 4 ou 5 gousses de vernis. Si la couleur est trop épaisse, ajoutez-y le tout dans un linge fin et quand elle sera comme du miel, frottez-en ce que vous voudrez. Et le laissez sécher, ensuite mettez l'or ou l'argent dessus et vous verrez la vérité du secret. Vous verrez la vérité du secret. Et Oh là César, là, vous faites quoi là? j'adore. Pourquoi vous êtes pas en train de tester toutes les recettes pour nous dire si ça marche ou pas? Ah, parce que en fait, j'ai pas de vernis chez moi. C'est pas de bol. Anaïs, elle a tout bu pour justement ces inflammations des testicules intérieurs. C'est pas de bol. Hein. Par surprise. Mais par surprise, C'est du coup. important, ouais. Par surprise. Des cheveux. L'homme qui a les cheveux plats, longs, de couleur blanche ou blonde, fin et doux à manier, est naturellement timide, peu fort, pacifique dans les compagnies, et toujours bienvenu et agréable partout où il se trouve. Celui qui a les gros, rudes et courts, est fort, intrépide, hardi, inquiet, superbe, le plus souvent fourbe et menteur, curieux des belles choses, plus simple que sage, quoique le bonheur l'accompagne toujours. Les cheveux crépus marquent un homme de dure conception ou d'une grande simplicité, et qui a souvent les deux ensemble. Ceux qui ont beaucoup de cheveux sur les tempes et sur le front sont simples, glorieux, sujets à la luxure, se fient facilement aux autres, croient tout ce qu'on leur dit. Ils ont peu d'esprit, sont grossiers dans leur discours et toujours de mauvaise humeur. Merde, Les c'est moi cheveux avec la frange, rudes. hein. Les cheveux rudes, frisés et ressemblant à une perruque rendent l'homme très simple, hardi, superbe, de dure conception, facile à se mettre en colère, menteur, luxurieux, méchant et enclin à faire du mal. Celui qui a les cheveux qui frisent et qui s'élèvent tant soit peu sur le front, en sorte qu'il soit large et fort haut et simple, ni bon ni méchant, mais fort propre pour la musique. Ceux qui ont les cheveux épais par toute la tête sont luxurieux de facile digestion, superbes, faciles à croire, négligents de peu de mémoire, curieux et malheureux. Les cheveux roux marquent un homme envieux, malin, trompeur, superbe et méprisant. Les cheveux fort blonds marquent un homme propre à tout, aimant l'honneur et la vaine gloire. Les cheveux noirs rendent l'homme capable de venir à bout de ses entreprises, plus porté à faire du bien que du mal, prêt à rendre service laborieux, secret et heureux. Enfin, les cheveux blanchâtres ou de couleur verte et d'azur dénotent un homme honnête, parfait, craintif, honteux, faible, grand de jugement, d'une médiocre capacité. L'homme qui a médiocrement de cheveux et d'une couleur commune est agréable, plus enclin au bien qu'au mal, aimant le repos et à être propre, et de bonnes mœurs. Ceux qui, pendant leur jeunesse, ont les cheveux blancs, sont arrangeants, sujets à la luxure, superbes, inconstants et grands parleurs. Morale, apparemment, avoir peu de cheveux, c'est quand même pas mal. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Hein. Bravo. C'est tellement Ouais, là- gratuit, Moi, par moi contre, des fois, c'était les remarques. toute ma description. Ah non, mais Franchement, c'est c'est littéralement moi. C'est d'une violence. J'adore. Alors, pour l'amour, du coup, moi je vous ai choisi la pomme d'amour, mais en soi, je crois que il n'y a pas de plus de recettes pour le même sujet dans tout le petit Albert. C'est-à-dire que là, il y a de l'amour réciproque de l'homme et de la femme, autre pour l'amour, 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 autre pour l'amour. Ah oui. Et après, on commence à passer à l'aiguillette. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui travaillait pas mal les gens.
Et Amour, donc, du coup, amour, qui- impuissance. Voilà, c'est ça. Donc moi, je choisis celui-ci. Il y a le secret que l'on appelle, chez les sages kabbalistes, pomme d'amour. Il se pratique de cette manière. Vous irez un vendredi matin avant le soleil levé dans un verger fruitier et cueillerez sur un arbre la plus belle pomme que vous pourrez. Puis vous écrirez avec votre sang sur un petit morceau de papier blanc votre nom et surnom et en une autre ligne suivante, le nom et le surnom de la personne dont vous voulez être aimé, et vous tâcherez d'avoir 3 de ses cheveux que vous joindrez avec 3 des vôtres, qui vous serviront à lier le petit billet que vous aurez écrit avec un autre, sur lequel il n'y aura que le mot Sheva, aussi écrit de votre sang. Puis vous fendrez la pomme en 2, vous en ôterez les pépins, et en leur place vous y mettrez vos billets liés par les cheveux. Et avec 2 petites brochettes pointues de branches de myrte vert, vous rejoindrez proprement les 2 moitiés de la pomme, et la ferez bien sécher au four, en sorte qu'elle devienne dure et sans humidité, comme les pommes sèches de carême. Vous l'envelopperez ensuite dans des feuilles de laurier et tâcherez de la mettre sous le chevet du lit où couche la personne aimée, sans qu'elle s'en aperçoive, et peu de temps après, elle vous donnera des marques de son amour. Putain, c'est un Death Note le truc, c'est c'est genre à clair. l'envers. Oui, j'avoue. C'est littéralement les mêmes étapes que Death Note, mais à l'envers. C'est un Love Note. Ouais, c'est le Love Note quoi. Ah bah ça change de la pomme d'amour qu'on a l'impression de voir dans les... Oui, à la fête foraine. Ah oui, foraines. Moi j'ai cru que ça commençait pareil, il fallait cueillir une pomme. Oui, voilà. Et elle passe Et au après, four. ça On les met au four quelque part. Et avec une brochette. Ouais, voilà. Yes. Presque tout quoi. Ok, celui que vous attendiez Oui. pour se rendre invisible par le moyen d'un anneau. Oui. J'ai peur qu'on soit déçus. Probablement. Possible. Il n'y a pas de Mordor en tout cas dans l'histoire. Donc, on rapporte du fameux Tigès qu'il parvint au trône de la Lydie par le moyen d'un anneau magique qui, le rendant invisible, lui donna la facilité de commettre adultère avec la reine et de tuer le roi. Les sages kabbalistes nous ont laissé la méthode de fabriquer des anneaux qui est pareillement la vertu de l'invisibilité. Il faut entreprendre cette opération importante un jour de mercredi de printemps, sous les auspices de Mercure, lorsqu'on connaîtra que cette planète sera en conjonction avec une des autres planètes favorables, comme la Lune, Jupiter, Vénus ou le Soleil. Et ayant du bon Mercure fixé et bien purifié, on en formera une grosse bague, qui puisse entrer facilement dans le doigt du milieu de la main. On y enchâssera dans le chaton une petite pierre que l'on trouve dans le nid de la huppe, et l'on gravera autour de la bague les paroles suivantes. Jésus passant, par le milieu d'eux, s'en allait. Puis, ayant posé cette bague sur une petite plaque de mercure fixe, laquelle serait faite en forme de petite palette, on fera le parfum de mercure, comme il est marqué ci-devant, et on exposera 3 fois de suite la bague sur la petite palette dans la fumée du parfum. Et l'ayant enveloppée dans un morceau de taffetas de la couleur convenable à la planète, on la portera dans le nid de la huppe, d'où on a tiré la pierre, et on la laissera durant 9 jours. Et quand on l'en retirera, on fera encore le parfum comme la première fois, puis on la gardera précieusement dans une petite boîte faite avec du mercure fixé pour s'en servir dans les occasions. La manière de s'en servir n'est autre que de mettre cette bague à son doigt, en tournant la pierre en dehors de la main, et elle a la vertu de tellement fasciner les yeux des assistants que l'on est en leur présence sans être vu. Et quand on veut être vu, il faut tourner la pierre en dedans de la main et fermer la main en forme de poing. Porphyrius et Jamblique, Pierre d'Albano et son maître Agrippa soutiennent qu'un anneau fabriqué en la manière dont on voit ici la figure représentée a la même vertu et propriété. Il faut prendre des poils qui sont au-dessus de la tête de la furieuse hyène. On en fait de petites tresses avec lesquelles on fabrique l'anneau comme on voit ici et on le porte pareillement dans le nid de la huppe durant 9 jours. Et l'on fait des parfums comme a été dit précédemment, sous les auspices de Mercure. L'on s'en sert de même que celui qui est fait avec du mercure, excepté qu'on l'ôte absolument du doigt lorsqu'on ne veut pas être invisible. Ah oui, c'est quand même un peu plus. C'est un peu plus inconvénient finalement. Putain, ça a l'air plus facile de faire une main de gloire alors qu'il te faut une main de pendu quand même. J'avoue. Suite à quoi, forcément, continue des méthodes pour ne point être trompé et fasciné par l'anneau d'invisibilité, ou etc., etc. Et oui, bien Mais sûr. bref, je m'arrête là pour toutes les petites recettes du petit Albert, et je termine doucement cette chronique. Alors, au final, moi j'ai pas mal changé de regard sur cet adolescent qui accordait de l'intérêt et presque de la crédulité, qui était crédule justement, qui accordait de la crédibilité à ce livre
dans cette foire à la brocante de Haute-Loire. Parce que d'une certaine manière, il regardait cet objet avec des yeux similaires à ceux qu'ont pu voir les colporteurs de l'Ancien Régime lorsqu'ils sortaient de leur sac les merveilles de leur voyage, en chuchotant et en sortant un livre interdit, mystérieux. Au final, en travaillant sur cette chronique, je me suis un peu réconcilié avec ce jeune homme naïf mais volontaire et plein d'imagination que j'étais alors. J'ai compris d'où il venait, en fait, ce petit ado. Dans quelle histoire il s'inscrivait à ce moment-là, sans le savoir. Et aujourd'hui, j'ai découvert le trésor de ce livre, dont j'avais appris à rire. En fait, j'ai compris que le trésor du grand et le petit Albert, que je tiens dans mes mains, c'est pas tant les secrets ésotériques réutilisables dans des croyances New Age, que le poids d'une histoire, le regard non pas d'une, mais de plusieurs époques, de toutes les mains qu'ils l'ont tenu et transmis, en y ajoutant leurs propres rêves, leur propre regard et leur soif de connaissance. Au final, ce livre, il porte le poids de l'histoire des sciences, de croyances antiques, des débuts de l'université, d'un savant médiéval aujourd'hui presque oublié, de légendes du XIIe siècle, d'histoires de librairies, des pas de colporteurs, des livres bleus, d'une répression à travers les campagnes, jusqu'au petit livre semi-caché dans les greniers et qui réapparaît à la fin du XXe siècle, jusqu'à finir esselé dans une brocante altinégérienne. Et c'est à cette histoire, plus qu'à l'objet, que je dédie cette chronique. Voilà, j'espère que cette aventure à la recherche d'Albert le Grand et du grand et petit Albert vous a plu. Merci à vous. C'est trop bien, merci. Trop bien. Ah ouais, c'était bien. Bravo, c'était génial. Merci de ouf, c'était énorme. Ouais. Je suis arrêté J'ai à presque minuit pleuré à la 3, fin. donc nickel. Ouais, et en plus, ça a tenu les délais. Ouais. À 3 Bravo, minutes près, bravo. le mec est trop Ah ouais. fort. Franchement, incroyable. Nickel. Incroyable. Et puis cette gestion du son, comme toujours, c'est Ah. fou. C'est fou. Ah mais c'est moi fou. je me suis carrément allongée pour Ah bon, écouter la pareil. Mais Ah, moi, bah, je me pareil, suis allongé. j'ai un petit plaid et je me suis allongé. Moi, je pouvais pas m'allonger, mais je l'aurais bien fait. Non, bah, chronique. Je vous ai Oh, même si. fait un petit selfie, je vous l'envoie. pardon, Oh. excuse-moi, je me suis Oh. avachi, c'est plutôt le terme en réalité. mais je me suis avachi, chill quoi. Bien. Voilà. C'est trop bien. Mais c'est parfait pour finir la soirée. C'est Ouais, vraiment carrément, parfait. trop bien. Trop cool. Je suis d'accord. Attendez, comment ça va finir la soirée? Parce que moi j'ai une chronique, Super j'ai 25 pages. Et, du coup, j'ai écrit pendant que vous faisiez les fautes. Oh, joli. Franchement, j'étais presque chaude de dire allez, c'est parti. Bah tant qu'à faire, Allez, j'ai envie de te dire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.